Bienvenue dans ce guide pour vous donner les clés pour enregistrer une voix de qualité tout en lisant un texte. Cela s'applique à de la voix off, une chronique à la radio ou toute autre activité qui implique que vous soyez face à un micro à délivrer une performance vocale. Je vous construis ce guide à partir de mon expérience en radio sur Radio-Canada où je fais une chronique hebdomadaire, mais aussi à partir de mon expérience à faire des vidéos depuis 7 ans pour lesquelles je passe mon temps à lire un texte de façon la plus naturelle possible comme en ce moment. La vidéo sera découpée en 2 grandes parties. On va d'abord parler de toute la partie logistique et de votre environnement de travail pour enregistrer une voix, et on pourra entrer ensuite dans la partie qui m'intéresse le plus, l'aspect humain de la chose, la façon dont on délivre un texte. Donc restez jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment 2 grandes sections à cette vidéo. Si vous êtes une personne assidue de Syllabus Plus, il y a probablement certains petits conseils que vous allez reconnaître que j'ai parsemés par-ci par-là au fil des précédentes vidéos, mais l'idée ici, c'est de tout rassembler en une seule vidéo, une vidéo que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé à enregistrer de la voix, et j'espère qu'elle vous sera utile. Allez, c'est parti! On attaque avec votre environnement de travail. Et l'évidence même, c'est le micro. Et là, on ne parle pas du choix du micro ici, peu importe celui que vous avez finalement. Les conseils qui suivent s'appliquent, peu importe votre matériel. Donc allons-y. Faites des tests avec votre micro, notamment sur la distance à laquelle vous devez vous placer de la capsule. En fait, il faudrait être beaucoup plus proche sur un micro comme celui-ci que sur un micro comme ça, où là, on peut être beaucoup plus éloigné que sur un micro comme ça. Bref, évaluez ça pour votre propre matériel à vous, faites des tests de distance et voyez quand est-ce que le son devient dégueulasse. Mais il n'y a pas seulement la distance, il y a aussi l'orientation du micro. Tous les micros n'enregistrent pas les sons de la même façon. Par exemple, ce micro enregistre les sons que d'un seul côté. Si jamais je le mets en sens inverse, c'est dégueulasse. Là, le son, ça va. Là, c'est quand même vachement moins bien. Pour la petite histoire, depuis la pandémie, on fait tous nos chroniques radio depuis chez nous, donc moi avec ce micro, et il se trouve qu'on n'a pas de retour audio, et donc j'ai absolument aucune idée de ce que les gens entendent. Et ça m'est arrivé, il y a quelques mois, de mettre le micro à l'envers, sans faire exprès, en direct à la radio nationale, pendant 10 minutes. Il paraît qu'on avait l'impression que j'étais dans une laveuse, donc on vérifie l'orientation de son micro. Et juste à titre d'information, tous les micros sont différents, mais il existe une représentation visuelle de la chose, de ce que les micros enregistrent. Tapez le nom de votre micro dans Google, suivi du terme Pickup Pattern. Ça va vous donner un graphe qui vous montre la zone que le micro enregistre. Et puis il y a plein de choses à lire dans ce genre de graphe si vous voulez un peu geeker sur vos micros. Second point, le retour audio. Ça, c'est un truc que j'ai appris encore une fois à la radio, où on a toujours des casques avec le retour où on entend ce qu'on dit, comme c'est le cas en ce moment. Alors moi, j'apprécie assez d'avoir le retour audio parce que, je sais pas, ça me donne l'impression que je ne parle pas dans le vide. Mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y en a qui n'aiment vraiment pas avoir le casque. Mais l'intérêt de ça, quand on est seul à enregistrer dans son placard, mettons, c'est que ça nous permet d'entendre des bruits indésirables, comme des bruits de bouche, ou des bruits de feuilles, comme par exemple la feuille qu'on est en train de lire. Sans le retour audio, on se rend pas forcément compte qu'on est en train de faire du bruit déjà, avec notre bouche ou le papier ou autre chose, et si jamais on entend du bruit, on se rend pas compte si ça a été entendu par le micro. Donc en ayant le retour, on sait, et on peut décider de façon éclairée s'il est nécessaire de refaire une prise ou non. Moi là par exemple, en ce moment, j'entends mes bruits de bouche, et il y a des phrases que je recommence parce que je trouve qu'il y en a trop. Mais celles-là, évidemment, je les coupe au montage. Cela dit, selon comment vous vous enregistrez, ce sera pas forcément possible pour vous d'avoir un retour audio, mais si vous pouvez l'avoir, personnellement je le conseille. Ensuite, le classique, c'est le filtre anti-pop. Si vous utilisez ce genre de micro en particulier, utilisez un filtre anti-pop, ça permet de réduire les plosives. Il y a certaines lettres comme les P qui envoient un flux d'air un peu violent, qui sature le son, ou du moins qui s'entend bien dans la capsule. Et ce filtre, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il casse le flux d'air, et on n'a plus ce son désagréable ensuite. P, 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 P. Point suivant, le bras du micro. Si vous êtes un peu équipé comme moi, mais pas trop, et que vous avez un bras de micro bas de gamme, c'est très pratique, mais il y a un petit peu de travail à faire pour arriver à positionner le bras du micro sans jamais le heurter. Parce qu'à chaque fois qu'on touche le micro ou le bras, ça s'entend. C'est désagréable, hein, je sais, j'arrête. Donc essayez de placer le bras pour qu'il vous gêne le moins possible. Et ça, vous l'avez probablement constaté à chaque fois que j'utilise ce micro dans Syllabus Plus, mais ça me pose problème régulièrement, parce que je parle tellement avec mes mains que le bras ici signifie qu'il faudrait quasiment que je bloque la moitié de mon corps, ce qui n'est absolument pas naturel pour moi. Donc voilà, on prend conscience du bras et on essaie de se placer de façon à ce que ça permette quand même le mouvement. Donc moi je me suis créé un espace pour pouvoir passer mon bras. Alors ça c'était la partie sur l'environnement du micro, maintenant on va parler de votre environnement à vous.
C'est l'évidence même, mais on va la dire quand même. On essaie d'enregistrer dans un endroit silencieux, avec le moins d'écho possible. Si vous avez des appareils alentours, éteignez-les, sans oublier de les rallumer ensuite, histoire de ne pas perdre tout ce que vous aviez dans le congélateur, comme ça a pu arriver à une amie. Pour ce qui est de l'écho, le conseil classique qui coûte le moins cher, c'est d'enregistrer dans un placard ou sous une couette. J'ai fait les deux. En été, je conseille le placard, en hiver, sous la couette, ça va. Si vous envisagez d'enregistrer de façon régulière, ça vaudra peut-être la peine d'investir dans des petits environnements comme ça autour du micro. Si c'est toute la salle dans laquelle vous êtes dont vous voulez réduire l'écho, améliorer les conditions acoustiques, c'est plus compliqué et beaucoup plus coûteux. Et le grand principe, ça va être de réduire la quantité de surfaces planes qui permettent au son de rebondir et donc de créer ce fameux écho. Donc souvent, on va venir mettre des panneaux acoustiques qui absorbent le son. D'ailleurs, là, dans le coin, c'est un panneau acoustique que j'ai fait moi-même, donc avec un petit peu de bois et puis beaucoup de serviettes à l'intérieur. Et j'en ai quelques-uns dans ma pièce pour essayer d'absorber le son. En fait, c'est mou et le son va se perdre à l'intérieur et donc il y aura plus de réflexion et donc beaucoup moins d'écho. J'ai aussi ajouté un tapis qui fait aussi cet effet-là d'absorber un petit peu le son, mais je vous mettrai des vidéos en description qui détaillent vraiment la chose parce que c'est quand même un sujet complexe qui mérite sa vidéo à lui tout seul. Je vais quand même ajouter une seule chose, l'histoire des boîtes d'œufs pour améliorer le son d'une pièce, c'est une légende urbaine, vous pouvez abandonner ça. Deuxième grande partie, la performance vocale, si on peut l'appeler ainsi, ou du moins sur tout ce que vous pouvez faire vous en tant qu'humain pour fournir la meilleure voix possible. Première chose, ayez toujours de l'eau avec vous et hydratez-vous la bouche régulièrement. Quand on parle, particulièrement quand on est dans ce genre de situation où on est un peu en représentation, la bouche, elle s'assèche vraiment vite. Et on s'en rend pas forcément compte, mais en fait, plus la bouche s'assèche, plus il y a des bruits de bouche qui s'entendent dans le micro. Et c'est très très désagréable à entendre. On a l'impression d'être dans la bouche de quelqu'un et c'est beaucoup trop de proximité, alors qu'on se connaît pas tant que ça, vous et moi. Alors quand vous êtes en voix off, hydratez-vous la bouche régulièrement. Pour les bruits de bouche, il y a aussi peut-être des choses à faire au niveau des filtres, mais il y a aussi beaucoup de choses en post-production qu'on peut faire, mais on ne s'intéresse pas à la post ici. Ensuite, il y a ces choses qui à première vue n'ont pas du tout de lien avec la voix et qui pourtant l'influencent. Tenez-vous droit. Si vous êtes avachi, quelque part ça transparaît dans votre voix. Alors on se tient droit, prêt à parler à une grande audience, prêt à projeter la voix. Et je vais y revenir. On sourit. Ça aussi, une personne qui ne sourit pas, ça s'entend. Ça m'est arrivé à je ne sais combien de reprises, et ça m'arrive encore, j'enregistre une voix qui me semble parfaite au moment de l'enregistrement, puis quand je la réécoute, je m'ennuie moi-même. C'est plat, ça manque de vie, alors j'enregistre à nouveau, en me forçant à sourire, et puis là ça change tout. Sourire ajoute de la vie dans la performance vocale de votre texte, même si on vous voit pas. C'est perturbant, mais ça fonctionne. On assume sa place. Il n'est pas question de parler doucement, de façon timide, avec peu d'assurance. Non. Quand on délivre un texte auprès d'une audience, c'est qu'on a quelque chose à dire. On assume sa place et on se met pas vocalement en retrait. Je sais que moi-même, je tombe dans ce travers si je sais qu'il y a quelqu'un qui peut m'entendre être en train d'enregistrer ma voix. J'ai une gêne de savoir qu'on m'entend parler toute seule dans le vide et je vais me mettre à parler tout doucement, à ne pas imposer ma présence. Mais non, il faut changer cette attitude, il faut assumer sa présence oralement. Alors dans les faits, ça se traduit par le fait de parler assez fort et de projeter sa voix. On considère pas que la personne est à 5 cm comme le micro en fait, on considère qu'elle est plutôt à 3-4 mètres de distance. Et donc quand quelqu'un est aussi loin, il faut imposer sa voix pour qu'on vous écoute. Articuler. C'est l'évidence même, vous voulez être compris, alors faites un effort pour articuler. Il y a plein d'exercices qui existent pour s'entraîner à articuler, particulièrement du côté du monde du théâtre. Mais si vous ne souhaitez pas aller jusque-là, vous pouvez simplement lire votre texte une première fois à haute voix, en forçant votre articulation avant de vous mettre à enregistrer. Ne vous pressez pas. Personne ne vous chronomètre, vous n'avez pas besoin d'aller aussi vite. Au début, quand j'ai commencé sur YouTube, sur ma chaîne Syllabus, il y avait une pression pour aller le plus vite possible, pour avoir les vidéos les plus courtes qui soient. Et donc j'allais à toute vitesse. Heureusement, la tendance a changé, c'est tant mieux, parce qu'on peut maintenant parler de façon beaucoup plus naturelle. Et si vous avez effectivement un temps maximum à tenir, c'est pas votre voix qu'il faut accélérer, c'est le texte qu'il faut raccourcir. Je répète parce que c'est important, c'est pas votre voix qu'il faut accélérer, c'est le texte qu'il faut raccourcir. Évidemment, on essaie de pas tomber dans le travers inverse qui est de devenir trop lent. Le but du jeu dans tout ça, c'est d'être intelligible tout en maintenant l'attention. Ce qui nous amène d'ailleurs à la notion de rythme. Il n'y a rien de plus chiant qu'une voix monotone. Vous parlez à un être vivant, alors soyez vivant.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle est pleine d'embûches, de rebondissements, de joie, de tristesse. Il y a des moments de la vie qui semblent passer en un claquement de doigts et d'autres qui durent à n'en plus finir. Si vous voulez que votre voix soit vivante, il faut qu'elle représente cette vie, cette diversité-là. Certaines phrases peuvent être dites plus rapidement, quand d'autres prennent plus de temps à s'installer. Et puis parfois, c'est juste un mot qu'on veut mettre en avant. Alors on met l'emphase sur lui en particulier. Mais pour apprivoiser cet art de varier, il faut beaucoup de pratique et surtout comprendre le texte qu'on raconte de façon vraiment profonde. Pour savoir quand accélérer le rythme, le ralentir, mettre une emphase, mettre des pauses, il faut vraiment avoir intégré le sens du texte et ne pas trop en faire non plus, comme je peux avoir tendance à le faire aussi. Ce qui, mine de rien, nous amène au point intrinsèquement lié au rythme qu'est l'interprétation. Il y a une part de théâtre dans l'interprétation d'un texte. À moins que vous lisiez quelle est la prochaine sortie de métro, le texte, a priori, a un message à faire passer, et s'il le fait bien, souvent il utilise des ressorts émotionnels pour arriver à parler avec l'humain. Et il faut retranscrire cette émotion finalement dans la voix. Et la seule façon que je connaisse pour retranscrire une émotion dans la voix, c'est de la vivre. J'ai un exemple à vous donner. En ce moment, j'écoute beaucoup une grande rappeuse française, Diams. Je sais, j'ai 15 ans de retard, peu importe. Et je vous invite à essayer de lire un de ses textes sans l'écouter, puis d'aller l'écouter ensuite. Alors, ces textes sont quand même très forts, très engagés, mais quand on entend son interprétation, il y a une nouvelle dimension, il devient beaucoup plus fort, beaucoup plus prenant, on sent les tripes qu'elle y met. Il y a une grosse partie de son message qui passe par la rage qu'elle met à délivrer son texte, on sent que ça vient de loin, elle habite son texte. Alors je peux pas vous mettre des extraits pour des raisons de droit, YouTube, blabla, mais je vous mets un lien dans la description vers un exemple. Alors faites l'exercice, essayez de lire à haute voix un texte de Diams et d'y mettre autant d'énergie qu'elle, autant d'émotion qu'elle. C'est dur de lui arriver à la cheville. Et c'est là qu'on se rend compte du besoin d'avoir des compétences d'actrice ou d'acteur, parce que, en fait, son texte, à elle, il est tellement personnel qu'il faut arriver à se mettre dans sa peau pour recréer ça. Moi, je suis pas actrice. Je serais absolument incapable de délivrer un texte de Diams correctement. Et probablement que c'est votre cas aussi. Alors, comment on fait ? En fait, je pense que ça se joue au niveau du texte, tout simplement. C'est important d'avoir un texte qui soit adapté à soi, idéalement d'être l'autrice ou l'auteur de ce qu'on va dire, en fait. Parce que là, on pourra vivre ces émotions-là vocalement, puisqu'on les aura déjà exprimées à l'écrit. L'écrit, justement. Je l'ai déjà dit, je le redis et je le dirai encore, il ne faut pas qu'on ait l'impression que vous récitiez un texte. C'est désagréable, hein. Même les livres audio, du moins les bons livres audio, qui sont, où c'est le principe en fait, où on lit un texte, ils intègrent des techniques pour que l'aspect lecture soit le plus effacé possible. Alors je vais peut-être commencer par vous dire comment on ne fait pas, parce que j'avais mis en place une technique que j'ai employée très rapidement sur ma chaîne et que j'ai utilisée pendant des années, et dont j'essaie de me défaire aujourd'hui avec beaucoup de difficultés. Parce que c'était une très très mauvaise idée. Ce que j'ai fait, c'est que pour rendre un texte naturel, quand je le lisais, j'ajoutais beaucoup de parce que c'est comme ça que je parle de façon naturelle, j'ajoute beaucoup de au milieu de mes phrases. Et je me suis mise à ajouter des partout. Alors ça marche, hein, ça fait naturel. Mais peut-être un peu trop. Ça donne un aspect un peu amateur, pas travaillé, parce que les s'entendent en fait, ils se remarquent. Alors qu'un texte lu de façon naturelle mais professionnelle, sans les est beaucoup plus fluide, il s'écoute naturellement sans heurts et sans friction. Donc ma volonté de rendre le texte naturel dans la bouche était bonne, la mise en application un petit peu moins. Donc comment on fait ? Je pense déjà que toutes les techniques précédentes que je vous ai données sont utiles pour rendre le texte le plus naturel qu'il soit. J'ajouterai donc une technique que vous connaissez si vous êtes fidèle à cette chaîne, écrire pour de l'oral. Donc ça se joue au niveau du texte. Essayez de comprendre comment est-ce que vous parlez. Est-ce que vous utilisez le passé simple dans votre langage oral ? Si la réponse est non, alors n'en mettez pas dans vos textes non plus. Est-ce que vous utilisez des mots de liaison comme « cependant »,« désormais » ? Si c'est pas le cas, n'en mettez pas non plus. Si vous avez tendance à ne pas finir vos phrases, à vous couper vous-même, c'est peut-être l'occasion de faire des phrases complètes, mais je dois avouer qu'il m'arrive de décider de m'auto-couper, même dans le texte, parce que c'est comme ça que j'aurais parlé. Est-ce que vous faites vraiment attention aux répétitions à l'oral ? Probablement que oui, un peu, mais pas autant qu'à l'écrit en tout cas. Alors c'est peut-être pas si grave si vous répétez 2 fois le même mot dans 2 phrases consécutives. L'idée ici, ce n'est absolument pas d'appauvrir le texte. C'est pas mon point. C'est juste que, à moins que vous soyez acteur ou actrice vocale, ça vous sera difficile d'arriver à un résultat concluant avec un texte qui ne vous appartient pas. Réécoutez-vous. C'est mon dernier conseil et j'aimerais arriver à l'appliquer moi-même.
Mais réécoutez-vous avant de désinstaller tout votre matériel et de passer au montage. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il m'arrive, et vous aussi très probablement, de lire quelque chose, mais de dire autre chose. Que ce soit au niveau de la prononciation d'un mot qui est un petit peu décalé, ou alors je change complètement le mot des fois, et tout ça c'est évidemment inconscient. Hein. Donc si vous n'avez pas une personne qui est là pour vous dire « Hé, tu t'es trompé de mot », vous allez le découvrir au montage. Ce qui est toujours très frustrant, et qui va très probablement arriver dans cette vidéo d'ailleurs. Réécoutez-vous le plus possible avant de passer à l'étape suivante. Voilà, vous avez tous mes conseils pour arriver à enregistrer une voix de la façon la plus naturelle possible. J'espère que ce guide vous sera utile. Je vous invite à aller l'agrémenter d'autres guides, particulièrement sur les choix du micro et aussi sur le montage, ensuite sur comment est-ce qu'on traite le son que l'on récupère, parce que c'est tout un art aussi. Et s'il y a des points en particulier que vous voudriez que je développe un petit peu plus et que vous pensez qu'ils n'ont pas été assez développés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire évidemment. Aussi, s'il y en a parmi vous qui font du théâtre ou qui sont voix off de façon professionnelle, n'hésitez pas à ajouter votre grain de sel pour qu'on profite tous ensemble de votre expertise. On se retrouve lundi prochain. Bye.